Chapitre 4. La bataille des crocs. C'était la louve qui, la première, avait entendu le son des voix humaines et les aboiements haletant des chiens attelés au traîneau. La première, elle avait fui loin de l'homme recroquevillé dans son cercueil de flammes de mise éteinte. Les autres loups ne pouvaient se résigner à renoncer à cette proie réduite à merci, et durant quelques minutes, ils demeurèrent encore sur place, écoutant les bruits suspects qui s'approchaient d'eux. Finalement, eux aussi prirent peur, et ils s'élancèrent sur la trace marquée par la louve. Un grand loup gris, un des chefs de file habituels de la troupe, courait en tête. Il grondait pour avertir les plus jeunes de ne point rompre l'alignement et leur distribuer au besoin des coups de croc s'ils avaient la prétention de passer devant lui. Il augmenta son allure à l'aspect de la louve, qui maintenant trottait avec tranquillité dans la neige et ne tarda pas à le rejoindre. Elle vint se ranger d'elle-même à son côté, comme si c'était là sa position coutumière, et ils prirent tous deux la direction de la horde. Le grand loup gris ne grondait pas et ne montrait pas les dents quand, d'un bond, elle s'amusa à prendre sur lui quelques avances. Il semblait, au contraire, lui témoigner une vive bienveillance, une bienveillance tellement vive qu'il tendait sans cesse à se rapprocher plus près d'elle. Et c'était elle qui grondait et montrait ses crocs. Elle allait, à l'occasion, jusqu'à le mordre durement à l'épaule, ce qu'il acceptait sans colère. Il se contentait de faire un saut de côté et, se tenant à l'écart de son irascible compagne, continuait à conduire la troupe d'un air raide et vexé, comme un amoureux est conduit. Ainsi escortée, la louve était flanquée, à sa gauche d'un vieux loup grisâtre pelé, tout marqué de stigmates de maintes batailles. Il ne possédait plus qu'un œil, qui était l'œil droit, ce qui expliquait la place qu'il avait choisie par rapport à la louve. Lui aussi mettait une obstination coutume à la serrer de près. De son museau balafré, il effleurait sa hanche, son épaule ou son cou. Elle le tenait à distance, comme elle faisait avec son autre galant. Parfois, les deux rivaux la pressaient simultanément, et la bousculant avec rudesse, et, pour se dégager, elle redoublait à droite et à gauche ses morsures aiguës. Tout en galopant de chaque côté d'elle, les deux loups se menaçaient de leurs dents luisantes. Seule la faim, plus impérieuse que l'amour, les empêchait de se battre. Le vieux loup borgne avait près de lui, du côté opposé à la louve, un jeune loup de 3 ans arrivé au terme de sa croissance et qui pouvait passer pour un des plus vigoureux de la troupe. Les deux bêtes, quand elles étaient lasses, s'appuyaient amicalement l'une sur l'autre, de l'épaule ou de la tête. Mais le jeune loup, par moments, ralentissant sa marche d'un air innocent, se laissait dépasser par son vieux compagnon et, sans en être aperçu, se glissait entre lui et la louve. La louve, frôlée par ce troisième loup, se mettait à gronder et se retourner. Le vieux loup en faisait autant, et aussi le grand loup gris qui était à droite. Devant cette triple rangée de dents redoutables, le jeune loup s'arrêtait brusquement et s'asseyait sur son derrière, droit sur ses pattes de devant, grinçant des crocs, lui aussi, en hérissant le poil de son dos. Une confusion générale en résultait parmi les autres loups. Ceux qui fermaient la marche pressaient ceux du front, qui finalement s'en prenaient au jeune loup et lui administraient des coups de croc à foison. Il supportait ce traitement sans broncher et avec la foi sans limite qui est l'apanage de la jeunesse. Il répétait de temps à autre sa manœuvre, quoiqu'elle ne lui rapporte rien de bon. Les loups couvrirent dans cette journée un grand nombre de miles sans briser. Dans ces incidents, leur formation serrait. À l'arrière boitaient les plus faibles, les très jeunes comme les très vieux. Les plus robustes marchaient en tête. Tous, tant qu'ils étaient, ressemblaient à une armée de squelettes. Mais leurs muscles d'acier paraissaient une source inépuisable d'énergie. Mouvements et contractions se succédaient sans répit, sans fin que l'on pût prévoir et sans effort apparent ni fatigue. La nuit et le jour qui suivirent, ils continuèrent leur course. Ils couraient à travers le vaste solitude de ce monde désert où ils vivaient seuls, cherchant une autre vie à dévorer pour perpétuer la leur. Ils traversèrent des plaines basses et franchirent une douzaine de petites rivières glacées avant de trouver ce qu'ils quêtaient. Ils tombèrent enfin sur des élans. Ce fut un gros mâle qu'ils rencontrèrent d'abord. Voilà, à la bonne heure, de la viande et de la vie qui ne défendaient point de feux mystérieux et des flammes volant en l'air. Larges sabots et andouillés palmés, ils connaissaient cela. Jetant en vent toute patience et leur prudence coutumière, ils engagèrent aussitôt le combat. Celui-ci fut bref et féroce. Le grand élan fut assailli de tous côtés. Vainement les roulant dans la neige, il assénait au loup des coups adroits de ses sabots ou les frappait de ses vastes cornes en s'efforçant de leur fendre le crâne ou de leur ouvrir le ventre. La lutte était pour lui sans issue. Il tomba sur le sol,
la louve pendue à sa gorge, et sous une nuée de crocs accrochés partout où son corps pouvait livrer prise, il fut dévoré vif tout en combattant et avant d'avoir achevé sa dernière riposte. Il y eut pour les loups de la nourriture en abondance. L'élan pesait plus de 800 livres, ce qui donnait 20 pleines livres de viande pour chacune des 40 gueules de la troupe. Mais si l'estomac des loups était susceptible de jeûnes prodigieux, non moins prodigieuse était sa faculté d'absorption. Quelques os éparpillés furent en peu de temps tout ce qui restait du splendide animal qui avait fait face si vaillamment à la horde de ses ennemis. Le repos vint ensuite et le sommeil. Puis les jeunes mâles commencèrent à se quereller entre eux. La famine était terminée. Les loups étaient arrivés à la terre promise. Ils continuèrent pendant quelques jours encore à chasser, mais ils y mettaient maintenant quelques précautions, s'attaquant de préférence aux femelles élans, plus lourdes dans leurs mouvements, ou aux jeunes mâles. Finalement, la troupe des loups se partagea en 2 parties qui s'éloignèrent chacune dans des directions différentes. La louve, le grand loup gris, le vieux loup borgne et le jeune loup de 3 ans conduisirent une des 2 troupes dans la direction de l'est vers le fleuve Mackenzie et la région des lacs. La petite cohorte s'éclaircissait chaque jour. Les loups partaient 2 par 2, mâles et femelles ensemble. Parfois un mâle sans femelle avec qui cheminer était chassé à coups de dents par les autres mâles. Il ne resta plus, au bout du compte, que la louve et son trio d'amoureux. Tous 3 portaient les marques sanglantes de ses morsures, et elles demeuraient toujours inexorables à chacun d'eux. Mais il continuait à ne pas se défendre contre ses crocs. Il se contentait, pour apaiser son courroux, de se détourner en remuant la queue et en dansant des petits pas devant elle. Aussi doux il se montrait envers elle, aussi féroce était-il l'un vis-à-vis de l'autre. Le loup de 3 ans sentait croître sous son audace, saisissant dans sa gueule à l'improviste l'oreille du vieux loup, du côté où celui-ci était borgne. Il la déchira profondément et la découpa en minces lanières. Le vieux loup, s'il était moins vigoureux et moins alerte que son jeune rival, lui était supérieur en science et en sagesse. Son œil perdu et son nez balafré témoignaient de son expérience de la vie et de la bataille. Nul doute qu'il ne connût, en temps utile, ce qu'il avait à faire. Lorsque l'heure en fut venue, magnifique en effet, et tragique à souhait fut la bataille. Le vieux loup borgne et le grand loup gris se réunirent pour attaquer ensemble le loup de 3 ans et le détruire. Ils l'entreprirent sans pitié chacun de son côté. Oubliez les jours de chasse commune, les jeux partagés jadis et la famine subie côte à côte. C'était chose du passé. La chose présente, implacable et cruelle par-dessus toute, était l'amour. La louve, objet du litige, assise sur son train de derrière, regardait spectatrice paisible. Paisible et contente, car son jour à elle était venu. C'est pour la posséder que les poils se hérissaient, que les crocs frappaient les crocs, que la chair déchiquetée se convulsait. Le loup de 3 ans, c'était sa première affaire d'amour, perdit la vie dans l'aventure. Les 2 vainqueurs, quand il fut mort, regardèrent la louve qui, sans bouger, souriait dans la neige. Mais le vieux loup borgne était le plus roué de 2 survivants. Il avait beaucoup appris. Le grand loup gris, détournant la tête, était occupé justement à lécher une blessure qui saignait à son épaule. Son cou se courbait pour cette opération, et la courbe en était tournée vers le vieux loup. De son œil unique, celui-ci saisit l'opportunité du moment. S'étant baissé pour prendre son élan, il sauta sur la gorge qui s'offrait à ses crocs et referma sur elle sa mâchoire. La déchirure fut large et profonde, et les dents crevèrent au passage la grosse artère. Le grand loup gris eut un grognement terrible, et s'élança sur son ennemi qui s'était rapidement reculé. Mais déjà la vie fuyait hors de lui, son grondement s'étouffait et n'était plus qu'une toux épaisse. Ruisselant de sang et toussant, il combattit encore quelques instants. Puis, ses pattes chancelèrent, ses yeux s'assombrirent à la lumière et ses sursauts devinrent de plus en plus courts. La louve, pendant ce temps, toujours assise sur son derrière, continuait à sourire. Elle était heureuse, car ceci n'était rien d'autre que la bataille des sexes, la lutte naturelle pour l'amour, la tragédie du wild qui n'était tragique que pour ceux qui mouraient. Elle était pour les survivants, aboutissement et réalisation. Lorsque le grand loup gris ne bougea plus, le vieux borgne, un œil, ainsi l'appellerons-nous désormais, alla vers la louve. Il y avait dans son allure de la fierté de sa victoire et de la prudence. Il était prêt à une rebuffade si elle venait, et ce fut lui une agréable surprise de voir que les dents de la louve ne grinçaient pas vers lui avec colère. Pour la première fois, son accueil fut gracieux. Elle frotta son nez contre le sien et condescendit même à sauter, gambader et jouer en sa compagnie avec des manières enfantines. Et lui, tout vieux et tout sage qu'il était, comme elle fit l'enfant et se livra à maintes folies pires que les siennes. Il n'était plus question déjà des rivaux, vaincus, ni du conte d'amour écrit en rouge sur la neige. Une fois seulement, le vieux loup dut s'arrêter pour lécher le sang qui coulait de ses blessures non fermées. Ses lèvres se convulsèrent en une vague grognement et le poil de son cou
eut un hérissement involontaire. Il se baissa vers la neige, encore rougi, comme s'il allait prendre son élan, et en mordit la surface dans un spasme brusque de ses mâchoires. Au bout d'un moment, il ne pensa plus à rien des rechefs et courut vers la louve qui se sauva, en le conviant à sa suite au plaisir de la chasse à travers bois. Comme de bons amis qui ont fini par se comprendre, ils coururent dès lors toujours côte à côte, chassant, tuant et mangeant en commun. Ainsi passaient les jours, quand la louve commença à se montrer inquiète. Avec obstination, elle semblait chercher une chose qu'elle ne trouvait pas. Les couverts que forment en dessous d'eux les amas d'arbres tombés étaient pour elle pleins d'attraits. Pénétrant dans les larges crevasses qui s'ouvraient dans la neige à l'abri des rocs surplombants, elle les reniflait longuement. Un œil paraissait complètement détaché de ses recherches, mais il ne s'ensuivit pas moins, avec bonne humeur et fidélité, tous les pas de la louve. Lorsque celle-ci s'attardait un peu trop dans ses investigations, ou si le passage était trop étroit pour deux, il se couchait sur le sol et attendait placidement son retour. Sans se fixer de préférence en aucun lieu, ils pérégrinèrent à travers diverses contrées. Puis, revenant vers le Mackenzie, ils suivirent le fleuve, s'en écartant seulement pour remonter à la piste de quelques gibiers, un de ses petits affluents. Ils tombaient parfois sur d'autres loups, qui, comme eux, marchaient ordinairement par couple. Mais il n'y avait plus, de part et d'autre, de signes mutuels d'amitié, de plaisir à se retrouver, ni de désir de se reformer en troupe. Quelquefois, ils rencontraient des loups solitaires. Ceux-ci étaient toujours des mâles, et ils faisaient mine, avec insistance, de vouloir se joindre à la louve et à son compagnon. Mais tous deux, épaule contre épaule, le crin hérissé et les dents mauvaises, accueillaient de telle sorte ses avances que le prétendant intempestif tournait bientôt le dos et s'en allait reprendre sa course isolée. Il courait dans les forêts paisibles par une belle nuit de clair de lune, quand un œil s'arrêta soudain. Il dressa son museau, agita la queue, leva une patte à la manière d'un chien en arrêt, et ses narines se dilatèrent pour humer l'air. Les effluves qui lui parvinrent ne semblèrent pas le satisfaire et il se mit à respirer l'air de plus belle, tâchant de comprendre l'impalpable message que lui apportait le vent. Un reniflement léger avait suffi à renseigner la louve et elle trotta de l'avant afin de rassurer son compagnon. Il la suivit, mal tranquillisé, et à tout moment il ne pouvait s'empêcher de s'arrêter pour interroger du nez l'atmosphère. Ils arrivèrent à une vaste clairière ouverte parmi la forêt. Rampant avec prudence, la louve s'avança jusqu'au bord de l'espace libre. Le vieux loup la rejoignit après quelques instants d'hésitation. Tous ses sens en alerte, chaque poil de son corps s'irradiant de défiance et de suspicion. Tous deux demeurèrent un instant côte à côte, veillant et reniflant. Un bruit de chiens qui se querellaient et se battaient arrivait jusqu'à leurs oreilles, ainsi que des cris d'hommes au son guttural et des voix plus aiguës de femmes acariâtres et quinteuses. Ils perçurent aussi le cri strident et plaintif d'un enfant. Sauf les masses énormes que formaient les pots des tentes, ils ne pouvaient guère distinguer que la flamme d'un feu devant laquelle des corps allaient et venaient, et la fumée qui montait doucement du feu dans l'air tranquille. Mais les 1000 relents d'un camp d'Indiens venaient maintenant en narines des deux bêtes, et ces relents contenaient des tas de choses que le vieux loup ne pouvait pas comprendre, mais qui étaient beaucoup moins inconnues de la louve. Elle était étrangement agitée, et reniflait avec un délice croissant. Un œil, au contraire, demeurait soupçonneux et ne cachait pas son ennui. Il trahissait à chaque instant son désir de s'en aller. Alors la louve se tournait vers lui, lui touchait le nez avec son nez pour le rassurer, puis elle regardait à nouveau vers le camp. Son expression marquait une envie impérieuse qui n'était pas celle de la faim. Elle tressaillait d'une force intérieure qui la poussait à s'avancer plus en avant, à s'approcher de ce feu, à s'aller coucher près de sa flamme en compagnie des chiens et à se mêler aux jambes des hommes. Ce fut un œil qui l'emporta. Il s'agita tant et si bien que son inquiétude se communiqua à la louve. La mémoire aussi revint à celle-ci de cette autre chose qu'elle cherchait si obstinément et qu'il y avait pour elle nécessité de trouver. Elle fit volte-face et trotta en arrière dans la forêt, au grand soulagement du vieux loup qui la précédait et qui ne fut pas rassuré qu'une fois le camp perdu de vue. Comme ils glissaient côte à côte et sans bruit, ainsi que des ombres au clair de lune, ils rencontrèrent un sentier. Leurs deux nœuds s'abaissèrent, car des traces de paille étaient marquées dans la neige. Les traces étaient fraîches, suivies de la louve. Un œil courut en avant avec toutes les précautions nécessaires. Les coussinets naturels qu'il avait sous les pattes s'imprimaient sur la neige, silencieux et moelleux comme un capiton de velours. Le loup découvrit une petite tache blanche qui légèrement se mouvait sur la neige. Il accéléra son allure déjà rapide. Devant lui bondissait la petite tache blanche. Le sentier où il courait était étroit et bordé de chaque côté par des taillis de jeunes sapins. Il rattrapa la petite tache blanche et bond par bond l'atteignit. Il était déjà dessus. Un bond de plus et ses dents s'y enfonçaient. Mais à cet instant précis,
la petite tache blanche s'élevant en l'air droit au-dessus de sa tête, et il reconnut un lièvre blanc qui, pendu dans le vide à un jeune sapin, bondissait, sautait, cabriolait en une danse fantastique. À ce spectacle, un œil eut un recul effrayé. Puis, il s'aplatit sur la neige en grondant des menaces à l'adresse de cet objet, dangereux peut-être et inexplicable. Mais étant arrivé, la louve passa avec dédain devant le vieux loup. S'étant ensuite tenue tranquille un moment, elle s'élança vers le lièvre qui dansait toujours en l'air. Elle sauta haut, mais pas assez pour atteindre la proie convoitée, et ses dents claquèrent les unes contre les autres avec un bruit métallique. Elle sauta une seconde fois, puis une troisième. S'étant relevée, un œil l'observait, irrité de ses insuccès. Il bondit lui-même dans un puissant élan. Ses dents se refermèrent sur le lièvre, et il la tira à terre avec lui. Mais chose curieuse, le sapin n'avait point lâché le lièvre. Il s'était, à sa suite, courbé vers le sol et semblait menacer le vieux loup. Un œil desserra ses mâchoires et, abandonnant sa prise, sauta en arrière afin de se garer de l'étrange péril. Ses lèvres découvrirent ses crocs, son gosier se gonfla pour une invective et chaque poil de son corps se hérissa de rage et d'effroi. Simultanément, le jeune sapin s'était redressé et le lièvre, à nouveau envolé, recommença à danser dans le vide. En manière de reproche à la louve, se fâchant, enfonçant ses crocs dans l'épaule du vieux loup, de plus en plus épouvanté de l'engin inconnu. Un œil se rebiffa et recula plus encore. Après avoir égratigné le nez de la louve, alors indignée de l'offense, elle se jeta sur son compagnon qui, en hâte, essayait de l'apaiser et de se faire pardonner sa faute. Elle ne voulut rien entendre et continua vertement à le corriger jusqu'à ce que, renonçant à l'attendrir, il détourna la tête et, en signe de soumission, offrit de lui-même son épaule à ses morsures. Durant ce temps, le lièvre continuait de danser en l'air au-dessus d'eux. La louve s'assit dans la neige et le vieux loup qui, maintenant avait encore plus peur de sa compagne que du sapin mystérieux, se remit à sauter vers le lièvre. L'ayant ressaisi dans sa gueule, elle vit l'arbre se courber comme prédécemment vers la terre. Mais en dépit de son effroi, il tint bon et ses dents ne lâchèrent point le lièvre. Le sapin ne lui fit aucun mal, il voyait seulement qu'il remuait. L'arbre remuait aussi et oscillait sur sa tête. Dès qu'il demeurait immobile, le sapin à son tour ne bougeait plus. Et l'on conclut qu'il était plus prudent de se tenir tranquille. Le sang chaud du lièvre, cependant, lui coulait dans la gueule et il le trouvait savoureux. Ce fut la louve qui vint le tirer de ses perplexités. Elle prit le lièvre entre ses mâchoires et, sans s'effarer du sapin qui oscillait et se balançait au-dessus d'elle, elle arracha la tête à l'animal aux longues oreilles. À l'instar d'un ressort qui se détend, le sapin reprit sa position naturelle et verticale, où il s'immobilisa et le corps du lièvre resta sur le sol. Un œil et la louve dévorèrent alors à loisir le gibier que l'arbre mystérieux avait capturé pour eux. Tout alentour étaient d'autres sentiers et chemins où des lièvres pendaient en l'air. Le couple les inspecta tous. La louve acheva d'apprendre à son compagnon ce qu'étaient les pièges des hommes et la meilleure méthode à employer pour s'approprier ce qui s'y était pris.